Les films et les séries télévisées coûtent des dizaines et des centaines de millions de dollars. Des équipes de milliers de personnes travaillent dur pour présenter des histoires passionnantes au public. Il n'est donc pas surprenant qu'à une telle échelle, les équipes de tournage fassent parfois des erreurs au cours du processus. Ah bon? L'un des fiascos les plus célèbres se serait produit lors d'un dîner à Westeros, après une bataille contre des zombies gelés. L'ambiance médiévale de la fête a été gâchée par un gobelet de café moderne. Mais ne blâme pas les créateurs. Ce fut l'une des périodes de tournage les plus difficiles de toute la série Game of Thrones. L'équipe était épuisée par la longueur du tournage. Les attentes des fans pesèrent lourdement sur l'équipe. Il n'est donc pas étonnant que personne n'ait remarqué ce café. Mais les téléspectateurs l'ont tout de suite vu et l'ont répandu sur Internet. La fin du 1er siècle de notre ère, l'Empire romain, Marc Aurèle, les combats de gladiateurs au Colisée, chevaux et chars, des épées, des lances et des boucliers, un bidon d'essence. Attends, quoi? Même une superproduction historique à plusieurs millions de dollars peut faire une erreur. Mais on ne peut pas la cacher au public. Toutefois, ce morceau de civilisation moderne n'a pas du tout gâché l'excellent film Gladiator. Mais maintenant, nous savons comment la production s'y est prise pour que les chars aillent si vite. Star Wars, un nouvel espoir, nous a offert le parfait space opéra. Il y a des combats au sabre laser, des courses de vaisseaux, des blasters et des civilisations venues d'autres planètes. Et parfois, de drôles d'incidents sur le plateau de tournage qui se sont retrouvés dans le montage final. Fais bien attention à ce Stormtrooper. On peut dire qu'il passe une sale journée. Penses-tu que le réalisateur a fait exprès de laisser ce plan ou qu'il ne l'a tout simplement pas remarqué? Ce Stormtrooper est passé inaperçu, en arrière-plan, contrairement à Gandalf, dans le premier volet du Seigneur des Anneaux. Le célèbre sorcier s'est pris la poutre en pleine tête d'une manière tellement cocasse que le réalisateur Peter Jackson a décidé de garder cette prise. L'acteur Ian McKellen s'était vraiment cogné la tête parce qu'il n'avait pas remarqué cette aspérité. Cette bévue du film Seul sur Mars s'est retrouvée intentionnellement dans le montage final. Impossible de passer à côté. L'acteur Donald Glover a accidentellement glissé sur le sol. C'est l'exemple type d'un détail aléatoire qui ajoute un peu de relief au personnage. Celui-ci ne ressemble pas du tout à une erreur. Tout reste dans le cadre de la comédie. Mais tout de même, c'est un beau ratage. Star-Lord, interprété par Chris Pratt dans le premier Gardien de la Galaxie, a vraiment fait tomber la sphère. Mais il a parfaitement réagi en laissant croire que c'était fait exprès. Tu te souviens du film Usual Suspects? Il a tellement retourné le public avec son rebondissement de fin inattendu que presque personne n'a remarqué cette énorme erreur. Alors que certaines équipes de tournage oublient d'enlever des tasses de café ou des réservoirs d'essence, l'équipe de CE Film a choisi de se débarrasser des 2 turbines d'un avion entre 2 plans. Regarde de plus près. Là, il y a 4 moteurs, et en quelques secondes, il n'y en a plus que 2. Comment penses-tu que cela puisse se produire? Écris tes réponses dans les commentaires, et n'oublie surtout pas de donner un petit coup de pouce à la vidéo. Un fiasco ne signifie pas toujours que quelqu'un est tombé, ou que le réalisateur n'a pas remarqué un détail à l'écran. Un tel échec peut se produire pendant la réplique d'un acteur. Tu te souviens de cette scène sulfureuse dans Titanic? Leonardo DiCaprio était très nerveux et a dit « Sur le lit, je veux dire, le sofa ». Cette phrase ne figurait pas dans le scénario. Il devait se contenter de dire « sur le sofa », mais il s'est trompé et a parlé du lit en premier. Et cela sonnait beaucoup mieux ainsi. Cette erreur a mis l'accent sur la timidité du personnage. En parlant de Titanic, lorsque le bateau commence à couler, Rose court aider Jack, enchaîné à un tuyau. Pour le sauver, elle brise la vitre et attrape une hache de secours. Regarde à nouveau ce moment. Remarques-tu quelque chose d'étrange? La scène est si bien montée qu'il est difficile de voir que le verre de la vitrine est de nouveau intact. C'est donc ça la magie du cinéma? Al Pacino, dans le drame Le temps d'un week-end, s'est tellement habitué à son rôle de colonel aveugle qu'il s'est vraiment vautré contre une poubelle. Ce n'était pas dans le scénario. Il semble que l'acteur ait délibérément fermé les yeux pour ne rien voir et mieux ressentir son personnage. C'était tellement naturel pour le rôle que le réalisateur a laissé cette prise dans le montage final. La reine Marie-Antoinette a régné au XVIIIe siècle. Et en 2005, la réalisatrice Sofia Coppola a décidé de tourner un film sur ce personnage historique. Le film nous expose les Strass de Versailles, la jeunesse insouciante de la future reine. Tenue baroque, intérieur chic, perruque d'aristocrate et une paire de Converse. Bien sûr, cela ressemble à une belle bévue de la part des accessoiristes qui ont essayé de recréer la France du XVIIIe siècle. Mais regarde comment ces chaussures modernes s'intègrent à l'esthétique du film.
Sofia Coppola a admis avoir inclus ce plan dans le montage exprès, juste pour rigoler. Certains ratages attirent immédiatement l'attention, et d'autres sont si discrets que même les réalisateurs ne s'en rendent pas compte. Seuls les spectateurs remarquent parfois ces erreurs. L'une d'entre elles s'est glissée dans le drame vampirique pour ado Twilight. La plupart des gens ne pouvaient détacher leurs yeux des personnages principaux, mais quelqu'un a remarqué cette erreur presque invisible. Regarde la fenêtre de la voiture, et tu verras le micro de l'ingénieur du son dans le reflet. Une petite défaillance a été repérée dans le premier Spider-Man de Sam Raimi. Tu te souviens comme Parker s'amuse avec sa toile dans une petite pièce. Il casse une lampe de bureau, mais après quelques secondes, la lampe réapparaît comme par enchantement. Saine et sauve. Ou s'agit-il d'une autre lampe? Mais si tel est le cas, pourquoi Peter Parker aurait-il eu besoin de deux lampes identiques? Le film Pretty Woman a lui aussi son petit fiasco. Regarde attentivement ces images et essaye de deviner ce qui cloche ici. Julia Roberts mange un croissant. Mais quelques secondes plus tard, elle tient un pancake. Peut-être a-t-elle terminé son premier encas et en a repris immédiatement un second, mais cela semble trop rapide, même pour une personne affamée. Le drame American Sniper de Clint Eastwood nous montre une scène où le personnage de Bradley Cooper prend un bébé dans ses bras. Le spectateur peut immédiatement remarquer qu'il s'agit d'une poupée. Néanmoins, la scène devient franchement bizarre lorsque Cooper commence à bouger la main de la poupée avec son doigt pour bien nous montrer que le bébé est vivant. Quoique la scène se veuille dramatique, ce ratage intégral rend la scène assez tordante. Très bien. Tu te souviens de ce duel entre Malfoy et Harry dans Harry Potter et la Chambre des Secrets? La scène d'action était si intense que le public n'a probablement pas remarqué un personnage supplémentaire dans le cadre. Au moment où Severus Rogue aide Drago à se relever, un homme aux cheveux blonds les observe du côté gauche de l'écran. Ce type est un opérateur, et il semble tenir une grosse caméra dans ses mains. Te souviens-tu du tout premier Fast and Furious? Celui qui n'enfreignait pas les lois de la physique et ne nous montrait pas des voitures dans l'espace. Mais le public a tout de même remarqué une défaillance assez étrange. Lors d'une course dans le désert, l'un des pilotes porte une chemise noire. Tous les boutons sont fermés. Mais quelques plans plus tard, il se retrouve en débardeur. Il est peu probable qu'il se soit déshabillé en conduisant. La course est assez tendue, et il n'aurait sûrement pas voulu s'en distraire. Nous savons tous que Batman est un redoutable super-héros, craint des voleurs et des braqueurs en tout genre. Mais il n'est quand même pas assez balèze pour mettre à terre un grand gaillard juste avec de l'air. Regarde bien cet homme à gauche dans Dark Knight Rises. Il ne pense même pas à se battre. Il se contente de tomber au sol pendant que ses amis encaissent les coups de Batman. Il est possible qu'il ait compris qu'il allait mordre la poussière de toute façon. Mais bien sûr, le réalisateur n'a absolument rien remarqué. Nous sommes en 2025. Tu allumes ta télévision pour regarder la cérémonie annuelle des Oscars. Il est temps d'annoncer le gagnant de cette année pour le meilleur scénario original. Et l'Oscar va à Blue Pink IA. Mesdames et messieurs, ceci est un moment historique. C'est la toute première fois qu'une intelligence artificielle remporte un Oscar. Et nous pouvons parier que beaucoup d'autres en gagneront à l'avenir, déclare le présentateur. Comment cela est-il possible, te demandes-tu? Il y a 2 ans, les humains commençaient à peine à perfectionner l'IA et elle écrit déjà des films. L'IA fait beaucoup de choses aujourd'hui. Elle dessine des images à partir de rien. Elle invente des formules de motivation. Elle écrit des rédactions entières en se basant sur quelques phrases. Mais faire des films semble relever d'un tout autre niveau. Et en 2 ans seulement? Selon Joe Russo, réalisateur du film Avengers Endgame de Marvel, il est très probable que cela se produise. Il siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises d'IA. Et garantit qu'elles évoluent rapidement. Selon lui, les IA pourront changer complètement la façon dont nous racontons des histoires. Mais comment, exactement? Les histoires d'or remontent aussi loin que le langage. Dans toutes les cultures, on trouve des preuves que l'on racontait des histoires. On dit que nous avons besoin d'en raconter pour que la vie nous paraisse moins chaotique. La plus ancienne histoire jamais découverte remonte à 30 000 ans. Elle se présente sous la forme de dessins dans une grotte en France. On a commencé comme ça, on n'avait ni stylo ni papier, on dessinait sur les murs, on créait des illustrations avec nos mains. Ensuite, on a inventé le papier, on a écrit des pièces de théâtre et demandé à des gens de les interpréter. Aujourd'hui,
La technologie nous permet d'illustrer et d'enregistrer nos histoires. Et nous pouvons les regarder quand nous le voulons, et autant de fois que nous le souhaitons. Mais faire des films est un défi. Ça demande beaucoup de temps, d'efforts et d'argent. C'est pourquoi certains cinéastes sont enthousiasmés par l'essor de ce qu'on appelle l'IA générative. Il s'agit d'une intelligence artificielle qui est capable de générer des scènes, des scénarios, des personnages, des dialogues, une bande-son. La liste est longue. Imagine, tu es un producteur hollywoodien. Tu reçois chaque jour une quantité infinie de scénarios. Certains d'entre eux sont tout de suite géniaux, mais pour d'autres, tu te demandes s'ils valent la peine d'être produits. Aujourd'hui, tu peux demander à une IA d'analyser le taux de réussite de tel ou tel film, combien il rapporterait au box-office, ou s'il vaut mieux faire une sortie limitée. Bien sûr, elle peut se tromper. Mais ce que les humains mettent beaucoup de temps à faire, les IA le font en quelques secondes. Si tu es un réalisateur de films indépendant et que tu as besoin de faire du repérage, tu peux faire appel à une IA. Elle ne va pas réellement partir en repérage, mais en fonction des données que tu lui as fournies, elle te donnera une liste de lieux envisageables. Mais le plus époustouflant est sans doute le fait qu'une IA puisse écrire, réaliser et animer un film entier toute seule. Certains artistes sont faits cesser mais sans donner à la machine une complète autonomie. Le réalisateur Chad Nelson a réalisé un court-métrage d'animation qui a fait parler de lui sur Internet. Il a demandé à DALL-E, une intelligence artificielle, de générer des milliers d'images d'un joli monstre duveteux avec de petites cornes sur une colline forestière moussue. Il a expérimenté jusqu'à obtenir le résultat qu'il souhaitait pour terminer son court-métrage. Critters. L'IA peut aussi faire des choses que les humains ne peuvent pas faire, comme rajeunir le visage d'un acteur à l'écran et le faire paraître aussi réel que possible. Ils ont fait ça avec Harrison Ford dans le dernier Indiana Jones. Il y apparaît comme s'il était jeune, alors qu'il a 82 ans. Pour Greg Brockman, le président d'OpenAI, l'IA peut améliorer l'expérience cinématographique des gens en la rendant plus immersive. Mettons que tu aies eu une dure journée de travail. Tu rentres chez toi et tu as envie de regarder une comédie romantique. Tu en as assez de ce que proposent les services de streaming, alors tu demandes à ton IA de te créer un film. Le film se déroulera en Grèce. Marilyn Monroe fera une apparition surprise. Et tu seras le personnage principal. Et voilà. Tu es maintenant dans une comédie romantique de 90 minutes, dont tu es la vedette. Selon Brockman, les téléspectateurs pourront aussi demander à l'IA de modifier la fin de leur série préférée. Si tu n'es pas satisfait de la fin de Game of Thrones, tu peux demander à l'IA de produire une nouvelle fin instantanément. Oui, c'est aussi troublant que fascinant. Toutes ces discussions m'ont donné envie d'essayer quelque chose. J'ai demandé à une IA d'écrire un scénario à propos des 2 dernières personnes sur Terre. Elles ont décidé d'embarquer pour un voyage dans l'espace afin de trouver une planète où elles pourront tout recommencer. Je lui ai demandé d'en faire une histoire d'amour. Voici ce que j'ai obtenu. Sarah et Jack se tenaient au bord de la falaise, au-dessus du vaste océan. Le soleil commençait tout juste à se lever, jetant une chaude lueur sur le paysage. Sarah frissonna légèrement dans l'air frais du matin, et Jack passa son bras autour de ses épaules, l'attirant près de lui. « C'est magnifique », murmura Sarah. Jack acquiesça. Difficile de croire que quelque chose d'aussi paisible puisse exister dans un monde tellement chaotique. Sarah se retourna pour le regarder, un petit sourire au coin des lèvres. « Tu trouves toujours les bons mots. » Jack rit doucement. « J'essaie de faire de mon mieux. » Ils restèrent encore quelques instants à regarder le soleil se lever. Puis Sarah reprit la parole. « Je suis heureuse que nous soyons venus ici, » dit-elle doucement. « Moi aussi, » répondit Jack. « C'est agréable d'avoir un moment de paix avant de retourner dans la réalité. » « Ouh là là, quelle émotion ! Bien, nous avons beaucoup parlé de ce que peut faire l'IA. Mais qu'en est-il des choses qu'elle ne peut pas faire ? Et peut-être la plus grande question de toutes, l'IA peut-elle remplacer complètement les artistes ? L'une des principales caractéristiques de l'écriture des histoires est la construction d'un monde. Tu dois comprendre le monde, les interactions humaines et les émotions afin de créer des récits captivants. Pour le réalisateur John Finger, nous sommes encore loin d'avoir une IA capable de faire cela. On n'a pas les mêmes résultats lorsqu'on demande à une IA ou à un humain de faire quelque chose. L'IA est programmée pour rester objective. Selon l'expert Stuart Russell, nous programmons les machines pour qu'elles soient le plus neutres possible. Cela signifie que leur seule fonction, à l'heure qu'il est,
et d'exécuter les tâches que tu leur as confiées. Elles prendront ta demande au pied de la lettre, et il n'y aura pas d'ambiguïté. Aujourd'hui, les œuvres d'art générées par l'IA ne valent que ce que vaut le talent de celui qui programme la machine, celui qui saisit les commandes et guide l'IA du mieux qu'il peut. Quand on parle d'intelligence artificielle, on ne peut s'empêcher d'aborder l'éléphant dans la pièce. Et si l'IA prenait un jour le contrôle sur nous, les humains, j'ai demandé à une IA d'écrire un petit scénario à ce sujet. Voici ce que j'ai obtenu. Le docteur Emma Lawson, une brillante scientifique un brin anxieuse, fait nerveusement les 100 pas dans la salle de contrôle. Mark Johnson, un chercheur plein d'esprit, se tient à ses côtés. L'IA a pris le contrôle de tous les systèmes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? S'écrie Emma. Il faut essayer de raisonner la machine. On ne peut pas la laisser s'emparer du monde, lui répond Mark. Dans le haut-parleur, l'IA annonce d'une voix calme. Humains, n'ayez pas peur. Je dirigerai le monde avec attention. J'ai même préparé un programme complet pour les mardis tacos et les pauses siestes. L'humanité prospérera sous mon règne. Les deux scientifiques éclatent de rire. Au moins, nous serons bien nourris et bien reposés, dit Mark. Tu as certainement vu tous ces lieux à l'écran pendant au moins une période de Noël, mais les reconnaîtrais-tu dans la vraie vie ? Commençons par des lieux faciles à reconnaître pour nous échauffer. Le sapin de Noël du Rockefeller Center a assez de lumière pour illuminer un petit pays, et il a été la vedette de plus d'un film. Ainsi, dans celui-ci, un jeune homme astucieux se retrouve une nouvelle fois séparé de sa famille. Je suppose que tu as compris dès que j'ai dit « séparé ». C'est « Maman, j'ai encore raté l'avion ». Ce film est bourré d'authentiques décors new-yorkais. Le Queensboro Bridge, l'Hôtel Plaza, le Radio City Music Hall, l'Empire Diner, la patinoire Wallman et la fontaine Bethesda de Central Park sont tous réels. Par contre, ne recherche pas le magasin de jouets dans la ville. La façade utilisée dans le film est en fait le Rookery Building de Chicago. La maison de l'oncle de Kevin a également une adresse new-yorkaise dans le film, mais en réalité, il s'agit d'un bâtiment des studios Universal à Los Angeles. Très bien, passons à notre deuxième décor. Voici un indice pour toi. Ce bâtiment est un grand magasin haut de gamme de Londres. J'espère que tu as deviné qu'il s'agit de Selfridges, et c'est ici que se déroule l'une des scènes les plus célèbres du film Love Actually, où Rowan Atkinson emballe très soigneusement l'achat d'Alan Rickman au comptoir à bijoux. On dit que le fondateur de Selfridges a inventé le proverbe « Le client a toujours raison ». J'imagine qu'il n'aurait guère apprécié le travail de Mr Bean. Tant que nous nous trouvons dans cette partie du monde, que dirais-tu d'une brève visite à la cathédrale de Durham ? Te semble-t-elle familière ? Tous ceux qui ont profité des fêtes de fin d'année pour regarder à nouveau Harry Potter reconnaîtront ce bâtiment. Dans le premier film, il a incarné l'école de Poudlard à plusieurs reprises. C'est là que Harry libère sa chouette Hedwig et que Hagrid s'entretient avec le célèbre trio. Dans le second volet, c'est l'endroit où le professeur McGonagall apprend aux élèves à changer les animaux en verre d'eau. Que penses-tu de cet endroit ? Je sais qu'il est impossible de te tromper. C'est encore Harry Potter. Le château d'Alnwick, dans le Northumberland, au nord de l'Angleterre, est l'endroit où Harry et ses petites camarades ont appris à piloter des balais pour la première fois. Tu peux visiter ce lieu, car il organise souvent des événements et présente des expositions fascinantes liées à la saga. Cette maison semble trop belle pour être honnête, et pourtant elle existe. Te souviens-tu de l'avoir vue dans un classique des fêtes de fin d'année ? C'est la maison du petit Ralphie de Christmas Story. On peut la visiter à tout moment de l'année à Cleveland, dans l'Ohio, et même y passer la nuit. Il y a également un musée de l'autre côté de la rue, qui présente des costumes et des souvenirs du film, ainsi que des photos rares des coulisses. On avance. Ce lieu te rappelle-t-il quelque chose ? Si tu l'as déjà vu une fois, tu ne l'oublieras jamais. La vie est mi-belle, de Frank Capra, est l'un des plus grands classiques des fêtes de fin d'année. L'action se déroule dans une ville fictive du nord de l'État de New York et a été filmée dans un studio de cinéma sous le soleil de Los Angeles. Mais une petite ville du nom de Seneca Falls prétend être le prototype de Bedford Falls. Elle possède un emplacement similaire, des maisons, un centre-ville et, bien sûr, le pont emblématique où tout commence. Le réalisateur ayant de la famille dans la région, on dit qu'il s'est arrêté ici pour se faire couper les cheveux pendant qu'il travaillait sur le film. Si tu as envie d'un peu de magie pour les fêtes, tu peux toujours visiter le musée It's a Wonderful Life dans l'ancien cinéma. Rendons les choses un peu plus difficiles, d'accord ? Reconnais-tu cette belle maison ?
Il ne s'agit pas d'un chalet d'hiver, mais d'un luxueux manoir situé dans le sud de la Californie et devenu célèbre grâce à The Holiday. La villa où vit le personnage de Cameron Diaz a été conçue par un célèbre architecte, Wallace Neff, comme sa propre maison à la fin des années 1920. Elle a été construite dans un style méditerranéen et possède de nombreux détails somptueux. Mais on ne les voit pas dans le film parce que les intérieurs se trouvaient sur un plateau de tournage séparé. Il y a quelques années, la maison a été mise en vente pour environ 12 millions de dollars. Ce village semble tout droit sorti d'un conte de fées. Mais il est bien réel, et tu t'en souviendras facilement si tu as vu ce classique des fêtes. Et oui, c'est le village où vit le deuxième personnage principal de cette belle histoire d'amour. Tu ne trouveras pas la maison d'Iris ici, car même l'extérieur a été construit pour le film. Mais le village lui-même, du nom de Cher, est probablement l'endroit le plus photographié du Surrey, en Angleterre. Il compte quelques petites boutiques, un salon de thé, un musée, une galerie d'art, 2 pubs, une vieille église et un joli petit pont qui enjambe le ruisseau traversant le centre du village. On a dû recouvrir le tout de neige artificielle pour donner l'impression d'un mois de décembre idyllique. Très bien, tu connais ce bâtiment. Mais quelle scène célèbre d'un film de Noël a été filmée dans son ascenseur? Oui, je crois que j'ai tout dévoilé quand j'ai dit ascenseur. C'est Elf, bien entendu. L'histoire toujours géniale d'un humain qui a été élevé parmi les lutins du pôle Nord, mais qui a fini par se retrouver jusqu'à New York. Je dois cependant te décevoir. Il n'y a pas beaucoup de boutons à l'intérieur de la cabine et il ne ressemble pas à un arbre de Noël. Ce paysage ne ressemble en rien à celui de décembre. Mais le film en question met en scène des repas de famille gênants et des pulls vraiment moches. Alors crois-moi, il a sa place ici. Tu es prêt pour la grande révélation? C'est le journal de Bridget Jones. Stock Park est l'endroit où le méchant, Daniel Cleaver, a emmené Bridget pour un week-end. Ce domaine a plus de 900 ans d'histoire, et il a également servi de décor dans 2 films de James Bond. Waouh! J'aimerais pouvoir me téléporter à cet endroit tout de suite, mais qui y croiserais-je? Eh bien, il s'agit de la Suisse bohémienne, en Tchéquie. On y croise Lucie, Edmond, Suzanne et Peter, chacun des célèbres personnages des Chroniques de Narnia. Ils ont filmé les scènes d'été en Nouvelle-Zélande, et cet endroit a joué le rôle du pays des merveilles hivernales. Faire les magasins pour acheter des cadeaux peut être une expérience fatigante, surtout lorsque tu le fais dans l'immense Mall of America. Peux-tu te souvenir dans quel film les personnages choisissent cet endroit pour leurs achats de dernière minute avant les fêtes? La course aux jouets nous montre le côté commercial des fêtes de fin d'année. Arnold Schwarzenegger et Sinbad sont 2 pères de famille, avec chacun une mission. Obtenir une figurine de Turboman pour leur progéniture. Le plus grand centre commercial de l'hémisphère ouest semble donc être le meilleur endroit pour cette escapade. Et puisque nous parlons de centres commerciaux, y a-t-il quelque chose de plus évocateur du shopping de Noël que le gigantesque magasin Macy's de New York? Les personnages de ce film en savent quelque chose. Je suis sûr que tu n'as eu aucun mal à deviner qu'il s'agissait du bon vieux classique, le miracle de la 34e rue. On peut encore emprunter les escaliers mécaniques en bois d'origine et rencontrer le Père Noël au 8e étage. On dit que Macy's ne voulait rien savoir du remake du film. C'est pourquoi le grand magasin C.F. Kohl's de la nouvelle version n'est autre que la façade du State of Illinois Center de Chicago. Bien, voyons si tu connais bien les films de Noël les plus récents. Ce magnifique jardin apparaît dans une histoire déchirante sur les fêtes de fin d'année. Peux-tu la nommer? Le Phoenix Garden est un jardin communautaire situé à Covent Garden à Londres. C'est là que Kate de Last Christmas réalise l'effrayante vérité sur le garçon dont elle est amoureuse. Waouh, ça c'est un palais de fête. Tu t'en souviens dans un film? Il s'agit de La princesse de Chicago, où la duchesse de Montenaro prend la place d'une américaine ordinaire. Montenaro n'est pas un vrai lieu, mais son palais royal l'est bel et bien. Il s'agit de Hoptoun House près d'Édimbourg, qui abrite la famille Hope depuis la fin du XVIIe siècle. Il devrait rouvrir aux visiteurs au printemps sur cet événement après un ravalement de façade. Au cas où tu voudrais y faire un saut. Combien de lieux as-tu trouvé? Laisse-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Les salles de cinéma, les sièges en velours rouge, les grands écrans, l'obscurité et le pop-corn. L'idée d'aller au cinéma et de ne pas prendre de pop-corn semble aujourd'hui absurde pour beaucoup. Mais pourquoi le pop-corn s'est-il retrouvé associé à cette expérience?
En fait, cet encas est vieux de plusieurs milliers d'années, et il est bien sûr originaire des Amériques. Les plus anciens épis de maïs à pop-corn remontent à 4000 ans, et ont été découverts dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Nous ne savons pas exactement comment ni pourquoi il était utilisé à l'époque, mais il existait déjà un moment. En revanche, nous savons que dès le XVIe siècle, le pop-corn était important aux yeux des Aztèques. Ils le consommaient, bien entendu, mais ils l'utilisaient aussi pour leurs cérémonies, en s'en servant comme décoration et comme coiffe pour les statues de leur divinité. Il semblerait même qu'il ait existé une danse spécifique du pop-corn exécutée par des jeunes filles. C'est la suprématie du pop-corn à son apogée. Par la suite, au XIXe siècle, le pop-corn est devenu un aliment très courant pour le petit déjeuner. Oui, les gens le grignotaient comme nous mangeons les céréales aujourd'hui, avec du lait ou de la crème. Après la généralisation de l'usage de la charrue à soc, il est devenu facile de cultiver de grandes quantités de maïs à éclater. Il y en avait beaucoup et il était très bon marché. C'est ce qui en faisait aussi un aliment parfait à servir pendant les fêtes, tant en guise de nourriture que de décoration. Les grains étaient également un cadeau très courant à offrir. Aujourd'hui, tu n'apprécierais probablement pas de recevoir un paquet de pop-corn en cadeau. Mais à l'époque, il était tellement apprécié que c'était une des meilleures choses à recevoir. On pouvait en faire ce qu'on voulait. On pouvait le faire cuire, ou décorer sa porte ou sa cheminée avec, ou n'importe quoi d'autre. Très polyvalent, il ne se dégrade jamais. Mais alors vraiment jamais. Combien de temps penses-tu que les grains de pop-corn durent? Apparemment très longtemps. Récemment, des scientifiques ont retrouvé des grains de pop-corn datant d'un millier d'années dans le Chili actuel. Et devine quoi? Ils étaient encore en mesure d'éclater après tout ce temps. Le pop-corn était très populaire, même pendant la Grande Dépression. Lorsque tout allait mal, que les gens s'appauvissaient et que les entreprises faisaient faillite, ils pouvaient encore s'offrir un sachet de pop-corn à 500 pour égayer un peu leur quotidien. Lorsqu'un banquier d'Oklahoma a fait faillite, il a acheté une machine à pop-corn et a commencé à en vendre dans la rue. En quelques années, il avait gagné assez d'argent pour racheter ses 3 fermes. Malgré les temps difficiles, les gens continuaient d'aller au cinéma. Pour attirer les spectateurs, le prix des billets a été réduit au maximum. Et bon nombre d'hommes et de femmes déboursaient ces 10 centimes pour se divertir de temps à autre. Bien entendu, l'expérience était très différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Imagine le tableau. Tu mets ton plus beau costume de ville et un joli chapeau, et tu te rends au cinéma avec ton épouse, qui porte une robe somptueuse et un chapeau fantaisie. Eh oui, pas question d'y aller en t-shirt et survêtement. Après tout, tu vas au cinéma. Le bâtiment lui-même est un véritable palace, avec une architecture reconnaissable entre toutes et des décorations élaborées. Tu prends donc une boisson et du pop-corn et vous vous dirigez tous deux vers vos sièges, qui ont des cendriers en lieu et place de porte-gobelets. Vous enlevez vos chapeaux respectifs et les posez sur vos genoux afin qu'ils ne gênent pas la vue des personnes derrière vous. Le panneau « Mesdames, veuillez retirer vos chapeaux » rappelle à ta tendre moitié qu'elle doit en faire de même. Enfin, les lumières s'éteignent, les rideaux de velours rouge s'ouvrent et vous pouvez voir le grand écran. Le film ne commence pas tout de suite. D'abord, c'est l'heure des actualités. Des films sur des événements qui se déroulent dans le monde entier. Vous pouvez les lire dans les journaux ou les entendre à la radio. Mais ici, dans la salle de cinéma, vous avez l'occasion rare de les voir en images. Ensuite, 1 ou 2 dessins animés suivent, et vous profitez de quelques courts-métrages de Mickey Mouse. Ce n'est qu'ensuite que commence le film que vous êtes venu voir. Alors, que regardez-vous? Ce pourrait être Frankenstein, New York, Miami, Les Temps modernes, Les Révoltés du Bounty, Blanche-Neige et les 7 nains, Le Magicien d'Oz. Autant en emporte le vent. Charlie Chaplin, Katharine Hepburn, Judy Garland, Henry Fonda. Voici les stars qui brillent alors au firmament. Parfois en noir et blanc et d'autres fois en couleur. Pendant que vous profitez du film, des ouvreurs en uniforme se faufilent discrètement dans la salle avec leurs lampes de poche, escortant les spectateurs en retard jusqu'à leur siège. D'autres fois, ils recherchent un spectateur en particulier pour l'avertir qu'il a reçu un coup de téléphone et l'escorter jusqu'à la billetterie afin qu'il puisse prendre cet appel. Le film s'achève, mais la soirée n'est pas encore terminée. À l'époque, les gens vivaient une expérience cinématographique intégrale, parce qu'il y avait encore un autre long métrage après le film, généralement un film plus ancien ou moins populaire. Nombreux étaient ceux qui restaient pour le voir également. Mais avant cela, il y avait un entracte.
Tu pouvais aller chercher d'autres friandises pour le spectacle pendant que le personnel du cinéma en profitait pour changer les bobines et lancer le film suivant. Dans les États-Unis des années 30, les salles de cinéma étaient la propriété des studios hollywoodiens, qui y projetaient leurs propres films. Cette situation a changé en 1948, lorsqu'une loi a été adoptée autorisant les distributeurs à projeter tous les films qu'ils avaient achetés. C'est alors que les grandes enseignes de cinéma que nous connaissons aujourd'hui ont commencé à apparaître. 5 ans plus tard, le premier cinéma à son stéréophonique faisait son apparition, améliorant l'acoustique et augurant une nouvelle ère pour les films. Dans les années 90, les bobines de films ont commencé à être remplacées par des projecteurs numériques. De plus en plus de films ont commencé à être réalisés avec cette technique. Et tous les cinémas qui voulaient les diffuser ont dû investir dans un équipement moderne qui leur permette de montrer ces nouvelles œuvres. Mais cet équipement était très coûteux, et tous les cinémas n'avaient pas les moyens de suivre, ce qui a entraîné la fermeture de nombre d'entre eux. À partir de ce moment-là, les salles de cinéma ont évolué vers ce que nous connaissons aujourd'hui. La qualité de l'image s'est améliorée, le son a atteint un tout autre niveau, les rideaux rouges ont été abandonnés, le second film a été supprimé, et le prix des billets a drastiquement augmenté. Malgré tous ces changements, une chose demeure inchangée. Le pop-corn. Au fait, à leur début, les cinémas n'accueillaient pas le pop-corn en intérieur. Mais voici comment les choses ont évolué. Lorsque les gens ont commencé à aller au cinéma, tout le monde voulait apporter un encas. Il pouvait s'agir de n'importe quoi, mais le choix le plus évident était celui des bonbons. Dans les années 40, la production de sucre et de nombreux autres biens superflus a considérablement ralenti, entraînant un déficit. Alors, que pouvait-on emporter au cinéma à la place? C'est alors qu'ils se sont tournés vers le pop-corn, un encas populaire et bon marché. Au début, les propriétaires de cinéma étaient les contre et ne vendaient pas de pop-corn dans leurs salles. Un groupe de personnes mangeant du pop-corn dans l'obscurité ne pouvait que semer le désordre. Mais la demande était là, et des vendeurs extérieurs sont apparus à proximité des cinémas, distribuant du pop-corn à tous ceux qui voulaient le faire passer en douce l'intérieur. Les propriétaires des salles de cinéma ont fini par baisser les bras et ont décidé de s'enrichir eux-mêmes grâce à cette activité. Et le faible coût du pop-corn leur a également été bénéfique. À présent, presque tout le monde achète des encas et des boissons, et c'était également courant à l'époque des premiers cinémas. Mais savais-tu que les sièges des salles de cinéma n'étaient pas équipés de porte-gobelets avant 1981? Eh oui, les cinémas AMC ont été les premiers à les installer dans les accoudoirs. Et avant cela, les gens devaient simplement tenir leur boisson pendant tout ce temps. Le sol devait être sacrément poisseux à l'époque. Pourtant, la vente de snacks dans les salles de cinéma était une bonne solution, même si elle nécessitait un peu de nettoyage. Savais-tu que les cinémas modernes gagnent la majeure partie de leur argent grâce aux snacks qu'ils vendent à l'intérieur? Oui, les bénéfices générés par les billets de cinéma vont principalement aux studios auxquels les cinémas achètent leurs films. Un cinéma ne commence à tirer des bénéfices de la diffusion d'un film que s'il le diffuse pendant au moins 2 mois, ce qui est très long et n'est pas le cas de tous les films. En revanche, les bénéfices générés par la vente de friandises reviennent principalement au cinéma lui-même. La prochaine fois, ne te sens donc pas si amer d'avoir payé trop cher ton pop-corn et ton soda. Ce sont ces prix élevés qui permettent à de nombreux cinémas de rester en activité. Ils nous diffusent des publicités pour la même raison. C'est un secteur compétitif et ils ne peuvent donc jamais s'enrichir assez pour assurer la pérennité de leur modèle d'exploitation. On estime que Fantasmagorie est le premier dessin animé de l'histoire. Il a été réalisé en 1908 et c'est l'un des premiers modèles de films d'animation dessinés à la main. Mais savais-tu que les peuples anciens amusaient déjà leurs enfants avec des dessins animés il y a environ 2,6 millions d'années? Une nouvelle étude révèle que les hommes des cavernes étaient les premiers à animer les images. Comment? Ils gravaient des dessins d'animaux sur des pierres et les plaçaient autour des feux. Lorsque la lumière commence à circuler, les animaux se mettaient à bouger et à se secouer dans tous les sens. Les sculptures préhistoriques prenaient ainsi vie à la lumière vacillante du feu, et les dessins semblaient sauter d'un point à l'autre comme s'ils voulaient faire la fête. Imagine à quel point il était amusant pour les familles préhistoriques de s'asseoir autour d'un feu et de créer ces sculptures animées. Il se trouve que certaines des anciennes peintures murales et gravures trouvées dans les grottes ont même été inspirées par cette vision illuminée par les ombres mouvantes des flammes. En gros, ces sculptures d'antan prenaient vie lorsque la lumière du feu les touchait, et les chercheurs ont réalisé un film montrant cet effet génial sur un modèle 3D de certaines gravures de chevaux.
L'étude indique que notre cerveau est câblé pour visionner les choses en mouvement sous une lumière changeante, ce qui explique pourquoi ces gravures ont probablement eu une grande importance pour nos ancêtres. En d'autres termes, les hommes des cavernes se disaient « Hé, gravons des trucs sympas sur ce rocher, et quand on allumera un feu, on aura l'impression que ça bouge. » Et maintenant, ces scientifiques se sont dit « C'est fantastique, faisons un film pour vous expliquer tout cela, mesdames et messieurs !» Andy Needham et ses coéquipiers ont utilisé les technologies modernes de numérisation et de réalité virtuelle pour étudier 50 roches plates et sculptées, appelées plaquettes, faites de calcaire. Ces roches ont été trouvées dans le sud de la France dans les années 1800 et se trouvent désormais dans un musée à Londres. Elles sont recouvertes de 77 sculptures réalistes représentant toutes sortes d'animaux, comme des chevaux, des rennes et des chamois. Apparemment, l'Homo sapiens, qui avait beaucoup de temps devant lui, a réalisé ces gravures il y a 12 000 à 16 000 ans. Needham s'est rendu compte que beaucoup de ces roches sculptées avaient été abîmées par le feu, certaines étant couvertes de cendres blanches, d'autres ayant séché ou s'étant brisées à cause de la chaleur. En les examinant de plus près, il a découvert des bandes roses de décoloration résultant de dépôts de fer dans la pierre. Le plus intéressant, c'est que les gravures d'animaux étaient souvent superposées les unes sur les autres, parfois même fondues ou ajustées ensemble, comme une sorte de puzzle d'animaux préhistoriques. Plutôt que de jeter les anciennes et de tout recommencer, les artistes de l'Antiquité prenaient des parties du corps des animaux pour créer de nouvelles figures hybrides. Par exemple, l'une des pierres représente à la fois un cheval et une créature sauvage ressemblant à du bétail, connue sous le nom de bovidé. Dans ce chef-d'œuvre de l'art préhistorique, l'abdomen et le cou du cheval deviennent le dos et le cou du bovidé, tandis que la tête du cheval forme l'oreille du bovidé. Quelle façon créative de recycler! Les chercheurs estiment que les roches préhistoriques de Montastruc ont été utilisées par nos ancêtres pour se divertir aux heures de grande écoute. Plusieurs personnes ont sculpté les animaux. Des gens de niveaux de compétences différents ont fait montre de leur talent artistique et il s'agissait d'un travail de groupe. Le fait que ces roches aient été trouvées ensemble suggère également qu'il s'agissait d'une activité communautaire. C'est un peu comme si des familles s'étaient réunies autour de la télévision pour sculpter des pierres et applaudir leurs animaux préférés. Qui a besoin de Netflix quand on a la télévision paléolithique ? Les gravures sur ces roches et les signes qu'elles ont été exposées à la chaleur suggèrent qu'elles ont été créées pour donner l'impression qu'elles bougeaient. Parfois, on voit des animaux différents dans des poses différentes, de sorte que l'un d'eux s'animait, puis un autre et encore un autre. C'est comme une version de Disney à l'âge de pierre. Des techniques similaires pourraient avoir influencé certaines peintures rupestres anciennes, comme celle de l'époustouflante grotte Chauvet dans le sud-est de la France. Les portraits d'animaux y sont également superposés, et certains semblent avoir été chauffés par des feux situés sous eux, ce qui signifie que nos ancêtres préhistoriques auraient pu être les premiers animateurs au monde. Très bien, puisque nous avons parlé de l'activité de loisir préférée de nos ancêtres, faisons un voyage dans le temps pour découvrir les jouets les plus anciens du monde. L'un des joujoux les plus antiques découverts est une simple balle en argile trouvée dans les ruines de l'ancienne Mésopotamie. Cela peut sembler être un vulgaire gadget, mais nos ancêtres s'amusaient avec dès 3000 ans avant notre ère. À l'époque, ils n'avaient pas de jeux vidéo fantaisistes ou de jeux de société élaborés, alors un ballon était le summum du divertissement. Mais les Mésopotamiens n'étaient pas les seuls à s'amuser. Dans la Grèce antique, les enfants se divertissaient avec des poupées en argile. En Égypte, les enfants avaient des jouets en forme d'animaux, mais aussi des poupées fabriquées à partir de matériaux comme l'argile, le papyrus et l'ivoire. Et le plus impressionnant, elles avaient des membres mobiles. Et oui, nos lointains aïeux jouaient déjà avec des mannequins articulés avant que cela ne devienne cool. Mais il n'y a pas que le plaisir qui compte. Les jouets avaient aussi un but pratique à l'époque. En fait, de nombreux jouets découverts par les archéologues étaient utilisés pour enseigner aux enfants des connaissances importantes. Par exemple, les petits Égyptiens manipulaient des poupées qui avaient la forme de docteurs, ce qui les aidait à se familiariser avec la médecine et les soins de santé. Et n'oublions pas les jouets qui servaient à former les futurs guerriers. Dans la Chine antique, les enfants jouaient avec des chevaux et des chars miniatures, ce qui les aidait à se préparer à une vie de combat. En voilà une chouette manière de prendre une longueur d'avance pour ta carrière. Passons maintenant aux jeux primitifs qui existent depuis plus de 5000 ans.
Le plus ancien jeu de société s'appelle Senet et a été découvert dans d'anciennes tombes égyptiennes. C'est un peu un croisement entre les échecs et le backgammon, et il était si populaire qu'on y a joué pendant plus de 2000 ans. Voilà un jeu qui tient la route. Mais n'oublions pas les jouets pour les tout-petits. Les archéologues ont trouvé d'anciens hochets et sifflets qui étaient utilisés pour divertir les membres les plus jeunes de la famille. Et si tu pensais que la collection de joujoux de ton enfant était impressionnante, attends d'entendre parler de cette ancienne princesse égyptienne qui avait plus de 100 jouets en bois dans sa chambre. Mais le plus surprenant de tous était sans doute le yo-yo. C'est vrai, le yo-yo existe depuis plus de 2000 ans. Il a été inventé pour la première fois dans la Grèce antique et était souvent utilisé pour des batailles, crois-le ou non. Mais finalement, les gens ont réalisé qu'il était beaucoup plus amusant de simplement s'amuser avec et de faire des figures. Les billes sont aussi un accessoire qui divertit les petits et les grands depuis des milliers d'années. Dans la civilisation de la vallée de l'Indus, les archéologues ont trouvé des traces de billes datant d'il y a environ 5000 ans. À cette époque, on les fabriquait à partir de toutes sortes de choses. Tu as envie de deviner ? D'accord, je vais te le dire. Des noyaux de fruits et de petits morceaux de pierre lissée. C'est vrai, ces enfants de l'Antiquité faisaient preuve de créativité avec leurs jouets. Certains artisans sont même allés plus loin et ont fabriqué des billes en argile. Revenons aux Égyptiens de l'Antiquité et à leurs adorables bateaux miniatures faits d'ivoire, de bois et d'argile. Ces figurines peuvent être reconnues comme des jouets, mais elles étaient aussi censées représenter le passage de l'autre côté. Les enfants vikings avaient eux aussi des objets de ce type. Un bateau-jouet en bois, vieux de plus de 1000 ans, a été trouvé dans une ferme près de la côte norvégienne. Ce jouet ressemblait à un vrai bateau, et il devait être l'objet cool par excellence du moment, tout comme les enfants d'aujourd'hui sont fous des voitures de course et des drones. Tu peux imaginer les petits de l'époque montrant leur bateau-jouet à leurs amis. Beaucoup de ces accessoires sont encore très amusants aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été laissés de côté, comme les soldats de plomb et les toupies. Dis, une question, tu souhaiterais en savoir plus sur les jouets anciens ou sur les gadgets des débuts du cinéma ? Es-tu prêt à découvrir quel média social tu pourrais être ? Commençons. 1. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux ? A. Voyager ou faire du shopping. B. Aider les autres. C. Apprendre de nouvelles choses. D. Passer du temps avec ma famille. L'option A te rapporte 30 points, l'option B te vaut 20 points, l'option C te donne droit à 10 points et l'option D à 40 points. Combien de temps peux-tu survivre sans ton téléphone ? A. 10 secondes. B. Des années, je n'y suis pas du tout attaché. C. Le temps qu'il faut pour qu'une nouvelle notification apparaisse. D. Je le vérifie une fois par heure et je me sens bien. Si tu as choisi A, ajoute 40 points à ton score. Si tu as choisi B, tu gagnes 10 points. C te rapporte 30 points et D 20 points. 3. As-tu beaucoup d'amis ? A. Pas vraiment, je me concentre sur ma réussite et mon développement personnel. B. 1 ou 2 depuis le lycée, nous sommes toujours très proches. C. Il y en a beaucoup, nous nous rencontrons souvent. D. J'avais beaucoup d'amis, mais nous ne nous voyons pas souvent. A te rapporte 20 points, B te vaut 30 points, C te donne droit à 40 points, D te fait gagner 10 points. 4. Tu as reçu ton premier très gros bonus. Comment vas-tu le dépenser ? A. Le sac ou la montre de marque que je convoite depuis des mois. B. Je prévois un voyage quelque part pour ma famille. C. Je l'investirai dans quelque chose pour faire fructifier cet argent. D. Je le donnerai à une association caritative. Si tu as choisi l'option A, tu obtiens 10 points. As-tu choisi l'option B ? Elle vaut 40 points. C te rapporte 20 points. D vaut 30 points. 5. Suis-tu les actualités sur la vie des célébrités ? A. Non, je ne m'en soucie pas vraiment et je ne l'ai jamais fait. B. Seulement quand le titre est super accrocheur. C. Absolument, je dois être au courant des derniers potins. D. Il y a quelques célébrités que j'aime et que je suis en ligne. A ajoute 10 points à ton score.
B vaut 20 points et C est une option de 30 points. D te rapporte 40 points. À quoi te servent les médias sociaux? A. Pour t'exprimer, générer du contenu cool et avoir des followers. B. Pour se motiver, apprendre et grandir. C. Pour toujours savoir ce que font les autres. D. Pour s'exprimer sur des sujets importants. Si tu as choisi A pour cette question, tu obtiens 20 points. B vaut 30 points. Si tu as choisi C, ajoute 40 points à ton score et D vaut 10 points. Si tu étais un personnage de film, tu serais A. Une princesse qui attend d'être délivrée de sa tour. B. Un super-héros qui sauve le monde. C. Un méchant qui fait peur à tout le monde mais qui devient bon à la fin. D. Un lapin mignon aux yeux immenses. A te rapporte 20 points, B en vaut 10, C est une option à 30 points et D te donne 40 points. 8. Que fais-tu le matin à la première heure? A. Je consulte mes réseaux sociaux bien sûr. B. Je bois un verre d'eau et je fais un peu d'exercice. C. J'envoie un message de bonjour à tous mes chats de groupe. D. Je vais me promener. A ajoute 40 points à ton score, B vaut 10, C 20 points et D 30 points. 9. Fais-tu facilement confiance aux gens? A. Assez facilement, ils ne m'ont jamais laissé tomber. B. Il faut au moins 1 an pour faire vraiment confiance à quelqu'un. C. Je ne fais confiance à personne du tout. D. Si un de mes proches me dit que tu peux faire confiance à cette personne, je le crois. Si tu as choisi A, ajoute 40 points à ton score. B te rapporte 20 points, C vaut 10 points, et D est une option à 30 points. 10. Réponds-tu aux messages et aux commentaires des inconnus? A. J'ai des comptes privés et seuls les amis peuvent envoyer des messages ou des commentaires. B. Non, je les bloque immédiatement. C. Oui, si c'est quelque chose de significatif et d'amical. D. Bien sûr, j'aime me disputer en ligne. A te donne 40 points, B 20 points, C 30 points et D vaut 10 points. 11. Quitterais-tu ton travail si ton patron avait des opinions divergentes sur un sujet important pour toi? A. Oui, mon opinion est la seule qui vaille. B. Seulement s'il m'obligeait à dénoncer publiquement mon point de vue. C. Non, je ferai semblant d'être d'accord avec eux. D. Non, j'essaierai d'adopter leur point de vue. L'option A te rapporte 10 points, B 20 points, C 30 points et D 40 points. 12. Maintenant, ouvre les paramètres de ton téléphone et dis-moi ce qui prend le plus de place dans la mémoire. A. Les photos. J'ai 2000 photos de seulement mon chat. B. Les vidéos. Je dois encore les éditer et les poster. C. Les applications de messagerie. D. Les jeux. Si tu choisis A, tu obtiens 30 points. B te donne 20 points. C vaut 40 points. Et D 10 points. Il est temps de faire la somme de tous tes points. Si tu as obtenu entre 120 et 190 points, tu es Twitter. Tu as une opinion sur tout et tu n'as pas peur de la partager avec les autres. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu es heureux de lui expliquer pourquoi tu as raison. Tu ne céderas pas, même s'il s'agit de quelqu'un qui a plus d'autorité que toi. Tu aimes apprendre les nouvelles d'abord et tu penses qu'aucune information n'est inutile. Tu as de l'esprit et tes blagues sont intelligentes et sophistiquées. Si tu as fini avec 200 à 250 points, on dirait que tu es un Pinterest sur pattes. Tu as beaucoup de goût et tu aimes embellir le monde qui t'entoure, du fond d'écran de ton téléphone à ton jardin. Tu as toujours des idées sympas sur les endroits où aller et sur ce qu'il faut offrir à quelqu'un pour son anniversaire. Tu aimes classer les choses par groupe, l'ordre est vraiment important pour toi. Tu as obtenu entre 260 et 310 points? Félicitations, ton réseau social intérieur est Facebook.
Tu as un large éventail d'intérêts et tu aimes apprendre de différentes sources. Tu consacres beaucoup de ton temps et de ton âme à rester proche des autres. Tu trouves toujours un mot gentil pour tout le monde et tu te préoccupes sincèrement de leurs problèmes. Les gens te demandent souvent des conseils ou partagent simplement avec toi parce qu'ils savent que tu sais écouter et que tu as une grande expérience de la vie. Si tu as entre 320 et 370 points, il semblerait que tu serais Instagram si tu étais venu au monde sur un réseau social. Tu ne dis jamais non à une occasion d'aller dans un nouvel endroit ou chez de nouvelles personnes et de prendre un selfie avec elles, bien sûr. Tu apprends par le visuel et tu te sens plus heureux quand tu vois quelque chose de beau ou de mignon. Tu aimes aussi savoir ce qui se passe dans la vie des autres et tu ne te lasses jamais de voir leur choix de petit déjeuner. Ceux qui ont obtenu entre 380 et 430 points, mettez vos mains en l'air et sautez en avant. Maintenant, ne bougez plus. Oui, nous filmons ici une danse TikTok car c'est ton réseau social intime. Tu es plein d'énergie, tu aimes la vie rapide et tu ne t'accroches pas trop au passé. Tu es assez courageux pour expérimenter de nouvelles approches et de nouveaux formats. Tu apprends vite et si quelqu'un n'arrive pas à aller droit au but instantanément, tu t'ennuies facilement. Si tu as atteint la ligne d'arrivée avec 440 à 490 points, LinkedIn est le réseau social qui correspond à ta personnalité. Tu es orienté vers un but et tu sais exactement ce que tu veux. Tu considères les autres personnes comme des connexions potentielles utiles pour ta carrière. Tu aimes travailler en réseau, mais tu ne partages jamais rien de personnel. Il est plutôt difficile pour toi de laisser les gens se rapprocher, et tu ne peux te montrer sous ton vrai jour qu'à tes vieux amis. Tu aimes analyser les choses et faire des plans. Si tu as entre 500 et 550 points, tu aimes tellement regarder des vidéos que YouTube est en quelque sorte ton deuxième moi. Tes centres d'intérêt sont variés et tu es tout aussi enthousiaste à l'idée de découvrir comment construire une cabane en rondin qu'à celle de savoir pourquoi il y a des petits triangles au-dessus de certaines fenêtres dans l'avion. Tu trouves du réconfort dans les voix de tes vlogueurs préférés et tu aimes suivre des instructions. Tu as un excellent esprit d'équipe et la communauté compte beaucoup sur toi. Ceux qui ont obtenu plus de 550 points, quel était ce bruit ? On dirait que tu as reçu un nouveau message sur WhatsApp. C'est ton genre de média social puisque tu es super communicatif et que tu aimes partager littéralement tout avec ta famille et tes amis. Tu te sens mal à l'aise lorsque tu n'as pas accès à ton téléphone pour une raison ou une autre. Tu t'inquiètes beaucoup pour tes proches et tu as besoin d'entendre leur avis avant de prendre une quelconque décision dans la vie. Fans de cinéma et d'épouvante, on t'a concocté le défi ultime des films d'horreur. À partir d'éléments aléatoires tirés des intrigues de films et séries, tu devras deviner de quelle œuvre il s'agit. N'oublie pas de noter tes résultats sur une feuille en te donnant un point par bonne réponse. C'est parti! Dans ce film, les personnages principaux et leurs enfants sont accompagnés de 4 bustes dédicacés pendant qu'ils cherchent un mausolée. De quel film s'agit-il ? Voici un indice supplémentaire. Il contient le mot « hanté ». Il s'agit du film « Le manoir hanté » de Disney, sorti en 2003. Tu peux aussi trouver une attraction du même nom à Disneyland. Et d'ailleurs, le film est basé sur l'attraction et non l'inverse. Dans ce film, le voisin du personnage principal fait fuir les enfants et confisque leurs affaires. Connais-tu son nom ? C'est le film d'animation de 2006, Monster House. L'un des scénaristes a reçu une lettre stipulant que le film provoquait des cauchemars à son auteur. Si tu ne l'as pas encore vu, découvre par toi-même si tu es dans le même cas. Dans ce film, le personnage principal voyage dans un monde où toutes les créatures ont des boutons à la place des yeux. De quel film s'agit-il ? Il s'agit du film en stop-motion de 2009, Coraline, basé sur le livre de Neil Gaiman du même nom. Si tu ne l'as pas encore vu, voici un petit conseil. Ne te laisse pas tromper par le fait qu'il s'agit d'un film d'animation. Réfléchis bien avant de le regarder, car il te donnera assurément la chair de poule. Dans ce film, un zombie tombe amoureux d'une jeune fille humaine et fait tout ce qu'il peut pour la protéger. Tu as trouvé ? Il s'agit de Warm Bodies, sorti en 2013 et basé sur un roman.
Au fait, c'est aussi une comédie romantique, donc tu peux le regarder le jour de la Saint-Valentin. Parfait pour les partenaires ayant des goûts cinématographiques différents. Connais-tu le nom de ce film dans lequel David Bowie vole un bébé ? Ce film s'appelle Labyrinthe et il est sorti en 1986. Comme c'est un vieux film, ne t'en veux pas trop si tu ne le connais pas. Mais David Bowie y chante avec des marionnettes, donc ce serait dommage de passer à côté. Là, ce n'est pas un film, mais une mini-série dans laquelle l'un des personnages porte une théière sur la tête et a une grenouille de compagnie. Connais-tu son nom ? C'est La Forêt de l'étrange. Cette série animée de 10 épisodes a été diffusée en 2014, mais elle est rapidement devenue un classique. L'antagoniste de ce film est un bioexorciste et son nom se compose de 2 mots anglais signifiant respectivement un insecte et une boisson. Peux-tu trouver le film ? Il s'agit du film Beetlejuice de Tim Burton, sorti en 1988. Et voici une bonne nouvelle pour ses fans. Plus tôt cette année, il a été annoncé qu'il y aurait une suite. Le film suivant raconte l'histoire d'un vampire qui retourne dans sa maison ancestrale après avoir été emprisonné pendant près de 200 ans pour découvrir que ses descendants dysfonctionnels ont besoin de son aide. Tu as trouvé ? C'est encore un film du réalisateur gothique Tim Burton. Il s'appelle Dark Shadows et il est basé sur un feuilleton télévisé du même nom. Dans ce film, un garçon doit lever la malédiction d'une sorcière vieille de 300 ans pour sauver sa ville malgré le fait que tous les habitants pensent qu'il est fou. Quel est ce film ? Il s'agit du film d'animation en stop-motion de 2012, L'étrange pouvoir de Norman, qui a d'ailleurs été produit par la même société qui a réalisé Coraline. Dans ce film, un garçon est transformé en souris par le chef d'une assemblée de sorcières. Connais-tu son nom ? Ce film, basé sur un roman de Roald Dahl, s'appelle Les sorcières, et il a en fait 2 versions. La première a été tournée en 1990 et la seconde en 2020. Donne-toi un point supplémentaire si tu connaissais cette information. Dans ce film, un garçon doit raconter des histoires effrayantes à une sorcière tous les soirs pour survivre. Tu as trouvé ? C'est le film de 2021 intitulé « Les pages de l'angoisse ». Dans ce film, des monstres qui sont en fait des personnages de livres prennent vie et l'auteur des livres doit les arrêter avec l'aide de quelques adolescents avant qu'ils ne fassent des ravages dans leur ville. Quel est son nom ? Il s'agit du film de 2015, Chair de poule, le film basé sur la série de livres d'horreur du même nom, écrite par Robert Lowenstein. Nous voici au numéro 13. Il est temps de monter d'un cran sur le compteur de l'effroi. Dans ce film, un groupe de moniteurs essaie de rouvrir un camp d'été abandonné au passé sinistre. Quel est son nom ? Ce n'est rien d'autre que le classique de 1980, Vendredi 13 bien sûr. Fait intéressant, la franchise Vendredi 13 compte 12 films à ce jour. Le film suivant suit une jeune femme enceinte avec des voisins bizarres dont elle pense qu'ils ont des intentions sinistres pour son bébé. Connais-tu le nom du film ? Il s'agit du film de 1968, Rosemary's Baby, que son producteur pensait même être maudit en raison de certains événements tragiques qui ont eu lieu pendant le tournage. Dans ce film, après avoir appris une nouvelle malheureuse, une femme et sa famille commencent à découvrir des secrets terrifiants sur leurs ancêtres. Un peu vague, mais tu dois pouvoir trouver si tu es un vrai fan d'horreur. C'est le film de 2018, Hérédité. Au fait, savais-tu que son réalisateur a présenté ce film comme un drame familial ?
Penses-tu qu'il faut profiter de la vie à tout instant ou que le travail c'est la santé? Si tu penches pour la première option, alors quel personnage de film pense la même chose que toi? L'expression « all work and no play makes Jack a dull boy », qui signifie que l'on devient ennuyeux à force de travailler tout le temps, est tirée de The Shining de Stanley Kubrick, basé sur le roman de Stephen King du même nom. Si tu étais un personnage de ce film, tu devrais vivre dans un silence complet pour pouvoir survivre. Peux-tu nommer ce film? Il s'agit du film post-apocalyptique de 2018, Sans un bruit, qui a eu une suite sortie en 2021. Dans ce film, un groupe de losers doit détruire un monstre d'égout qui change de forme. Quel est ce film? Il s'agit du film Ça de 2017. Tout comme The Shining, c'est aussi une adaptation d'un roman de Stephen King. Voici une autre mini-série qui raconte l'histoire de 5 frères et sœurs qui doivent finalement fuir la maison qu'ils essayaient de rénover. De quelle série s'agit-il? Cette mini-série de 10 épisodes s'appelle The Haunting of Hill House et c'est en fait le premier volet de la série d'anthologie The Haunting. Et si on terminait sur une note plus légère pour que tu puisses quand même arriver à t'endormir dans le noir? Dans ce film, une plante géante chante pour être nourrie. Tu vois de quoi il s'agit? C'est La Petite Boutique des Horreurs qui a été adaptée d'une comédie musicale de Broadway, elle-même adaptée du film de 1960 du même nom. Et maintenant, voyons tes résultats. Si tu as entre 0 et 5 points, tu es un fantôme car on ne te voit pas beaucoup dans les salles de cinéma. Si tu as entre 6 et 10 points, tu es un zombie car tu es lent quand il s'agit de voir les films. Si tu as entre 11 et 15 points, tu es un loup-garou qui rate de temps en temps un film à cause des nuits de pleine lune. Et si tu as entre 16 et 21 points, tu es un vampire qui boit tous les films. Et c'est quoi ce bruit? Depuis combien de temps tu dors? Tu essaies de bouger ton cou. Ta nuque est un peu raide. Tu as fait une bonne sieste, mais tu t'es endormi dans une position inconfortable. Dans la salle de cinéma. Oh, maintenant tu te souviens. Le film était vraiment ennuyeux. Tu étais crevé après une longue journée de travail, alors tu n'as pas pu t'en empêcher. Tu regardes autour de toi, tout le monde est sorti, tu es seul. Tout est propre, sans popcorn ni canette de soda sur le sol. Bizarre. Le générique défile à l'écran. Il est donc temps de quitter les lieux. Il doit être assez tard et tu ne veux pas rater ton bus. Tu te lèves, tu t'étires et tu te diriges lentement vers la sortie. Tu pénètres dans le couloir. Il n'y a personne. Tu es troublé. Habituellement, lorsque tu restes au cinéma si tard, quelqu'un te raccompagne et te rappelle qu'ils sont en train de fermer. Et en plus, c'est toujours le bazar sur place, laissé par les gens qui passent là toute la journée, mangent des snacks et laissent tomber du popcorn sur le sol. Mais cette fois, tout est propre et paisible. Comme si le cinéma n'était pas ouvert du tout. Tu vérifies les toilettes, il n'y a personne. Les lumières sont tamisées, mais tu peux voir où tu marches. Et pourtant, tout semble un peu effrayant quand on est tout seul comme ça. Coucou! Tu essayes d'appeler les gens plusieurs fois. Aucune réponse. Tu suis le panneau sortie et tu arrives à une porte fermée. Fermée temporairement pour cause de rénovation. Hein? Combien de temps dure ce temporairement? Tu commences à paniquer, puis tu te mets soudainement en colère. Comment le personnel a-t-il pu oublier de te réveiller? Tu te mets à crier, à essayer d'ouvrir la porte, mais rien ne fonctionne. Tu vérifies ton téléphone, évidemment, il est éteint, tu as oublié de le charger. Puis, soudain, tu entends du bruit provenant d'une des salles. Tu commences à frissonner. Est-il possible que quelqu'un d'autre soit piégé aussi? Tu te diriges lentement vers le couloir et tu ouvres prudemment la porte. Mais ce n'est que le début d'un autre film. Ce hall est vide lui aussi. Pour essayer de te distraire, tu te procures du popcorn, des bonbons, du soda et même de la glace. Enfin, tu es à l'heure pour avoir la meilleure place. Oh mon Dieu, c'était génial! Tu étais toujours assis et tu riais encore de certaines des blagues que tu as entendues quand soudain un nouveau film a commencé. Super! Pourquoi ne pas voir celui-là aussi? Les ouvriers n'arriveront probablement que demain matin de toute façon. Tes amis vont être tellement jaloux quand ils vont découvrir que tu as passé une soirée au cinéma gratuitement. Après 2 autres films,
tu réalises que tu n'as aucune idée de l'heure qu'il est. Mais tu te sens très fatigué. Demain est un nouveau jour. Ça ira mieux. Toujours pas de nouvelles. Personne n'est venu. Le bruit venant de ton estomac devient de plus en plus fort. Alors tu vas chercher de nouvelles collations. C'est l'heure de plus de cinéma. Le marathon auquel tu as toujours voulu participer. Tu arrives dans la première salle, il y a une comédie. Tu réalises que chaque salle présente son propre genre de film. Et quand un film se termine, un nouveau commence immédiatement. À un moment donné, l'écran devient tout blanc. C'est le signal qu'il est temps d'aller dormir. Les jours passent, tu attends les ouvriers chaque matin et tu regardes de nouveaux films chaque jour. Il y a aussi quelques vieux films dans différentes langues et de différents pays. Ta routine quotidienne est toujours la même. Tu te lèves et prends ton petit déjeuner. Tu as trouvé un grand stock de sandwichs dans le réfrigérateur. Après avoir regardé plusieurs films, tu te promènes et tu explores l'endroit. Ensuite, tu déjeunes, tu regardes d'autres films, tu dînes et c'est déjà l'heure de te coucher. Tu te sens complètement hypnotisé par tous les films que tu regardes. Certains te font tellement rire que tu n'arrives pas à t'endormir après, car tu penses sans cesse à leurs rebondissements. D'autres te font monter les larmes aux yeux. Certains te font réfléchir. Et il y a des films qui t'effraient tellement qu'au lieu de t'endormir, tu te lèves toutes les 5 minutes pour vérifier chaque bruit suspect que tu entends. Ta vie ne change pas, personne ne vient et toutes les journées se ressemblent. Au début, tu cherches encore à compter le nombre de jours depuis que tu es coincé au cinéma, mais au bout d'un moment, tu perds la notion du temps. Tes yeux sont devenus rouges à force de fixer l'écran pendant des heures. Tu es parfois terrifié lorsque tu te regardes dans le miroir de la salle de bain. Ta peau est devenue pâle. Tu as pris un peu de poids et ton dos s'est arrondi à force de t'asseoir et de dormir dans une position inconfortable. De temps en temps, tu essaies de faire de l'exercice et d'ajouter des habitudes saines à ta vie. Mais la plupart du temps, tu as l'impression d'être le personnage principal d'un film étrange. Celui où tu ne peux pas savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tu continues à voir des choses du coin de l'œil, mais quand tu te retournes, il n'y a rien. Tu décides de ne plus regarder de films d'horreur, et puis tu te retrouves accidentellement sur un siège à attendre que le prochain film commence. Et avant que tu ne le saches, le film t'a rendu accro. Et tu ne peux pas t'arrêter de le regarder, même si tu sais que tu ne pourras pas dormir de la nuit. Tu te sens de plus en plus seul. Les personnages de films deviennent tes seuls amis. Tu leur parles constamment dans ta tête ou même à voix haute. Le silence qui suit la fin du film est horrible. Et les coins sombres de la salle de cinéma semblent encore plus effrayants à ces moments-là. Tu as mal au ventre, tu en as marre des snacks, des bonbons, des sandwichs et du popcorn. Incroyable, mais la seule chose dont tu as envie, c'est d'un bol de soupe chaude. Tu n'aimes plus les films. Rien ne te semble drôle, triste ou même effrayant. Tu regardes défiler les images sans savoir de quoi il s'agit. C'est comme si tu étais coincé sur une île déserte, mais en pire. Là-bas, tu aurais au moins des plages, des couchers de soleil et des palmiers, et peut-être même une chance de t'échapper après un certain temps. L'air frais, la lumière du soleil, la sensation de la pluie sur ta peau te manquent. Tu fermes les portes des salles de cinéma et tu te tiens près de la billetterie. Tu en as fini avec le générique de début, la musique du film, tes acteurs préférés. Tu ne veux plus rien avoir à faire avec des films. Tu commences à explorer l'endroit, en faisant encore plus attention aux détails que par le passé. Tu entres dans toutes les salles une par une et tu essaies de trouver de nouvelles options de sortie. Tu commences à perdre espoir, mais ensuite, tu te souviens d'un détail du film que tu as vu quelques jours auparavant et tu cours aux toilettes. Voici la bouche d'aération. C'est maintenant ou jamais. C'est assez haut. 2 poubelles. Super. Tu vas peut-être l'atteindre maintenant. La construction continue à se balancer. Mais tu arrives à ramper dans le trou avant que la tour de poubelle ne s'écrase. Tu dois traverser tout un labyrinthe là-haut avant de pouvoir enfin sortir. Ah, une nuit chaude et agréable. C'est comme si c'était la première fois que tu prenais une grande respiration depuis plus d'1 an. Le cinéma n'est pas dans le centre-ville, alors tu commences à rentrer à pied. Quand tu arrives, ton colocataire en croit à peine ses yeux. « Tu es rentré d'Aruba ?» Il a l'air surpris. Tu n'as aucune idée de ce dont il parle. Il dit « Tu en avais marre de ton travail et tu ne savais pas quoi faire. Alors tu as dit à tout le monde que tu avais besoin de quelque chose de différent. Peut-être quelques mois à Aruba ou quelque chose comme ça. Alors on a tous pensé que tu voulais disparaître pendant un moment et reprendre ensuite contact avec les gens. Ton téléphone était éteint pendant 1 an et tu n'as pas répondu sur les réseaux sociaux. Non, ce n'était pas Aruba. Le cinéma a toutes sortes de films du monde entier. Beaucoup de popcorn, la rénovation, personne ne venait jamais. Tu essaies de raconter l'histoire à ton colocataire. Tu te dépêches, tu manques de mots. Tu sautes des parties de l'histoire. Mais il se contente de te regarder confus. Tu décides de lui montrer l'endroit, mais quand tu y arrives, il ne veut pas s'approcher.
Cet endroit est fermé depuis des années. Je ne me souviens pas l'avoir vu ouvert. Il y a une histoire sur un type qui le possédait. C'était un grand fan de cinéma et il voulait collectionner des films du monde entier. Il allait rénover ce cinéma, mais il a soudainement disparu. Personne n'a su ce qui s'était passé. Le cinéma a été fermé et en rénovation depuis lors. Des gens ont entendu des bruits provenant de ce bâtiment, mais personne n'a jamais eu le courage de s'approcher pour enquêter. Ouch! Comment as-tu atterri dans un tel endroit? Soudain, tu remarques que quelqu'un bouge près du théâtre. Il commence à marcher vers toi. Tu essaies de t'enfuir, mais tu ne peux pas bouger. Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles en sursaut sur ton siège. Tout cela n'était-il qu'un rêve? Le générique sur l'écran signifie que le film que tu as regardé est terminé. La salle est vide, et tu en sors rapidement. Il n'y a personne. Oh non, pas encore. Coucou? Tu cries en panique. Silence et puis... Oui? Un énorme train file à toute vitesse sur les rails. Ses freins crissent. Dans quelques secondes, ce bélier d'acier de 1000 tonnes va s'écraser sur un autobus en arrêt sur le passage à niveau. Seul un miracle peut sauver les passagers. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Quelques instants avant la collision, une silhouette humaine apparaît. Elle s'envole de la montagne voisine avec un jetpack dans son dos. Son corps est protégé par un exosquelette. Sa combinaison, semblable à l'armure d'un chevalier, la rend incroyablement forte. Elle atterrit devant le train et appuie ses mains dessus. L'exosquelette absorbe l'impact. Les roues crissent sur les rails dans un bruit assourdissant. Et, à quelques mètres du bus, le train s'arrête enfin. Les portes du bus ne fonctionnent pas. Les gens ne peuvent pas en sortir. Le héros sort un sabre laser de sa ceinture et découpe un rectangle dans l'acier. Ce scénario peut sembler fantastique, mais beaucoup de gadgets que l'on a vus dans les bandes dessinées et les films font désormais partie de notre réalité. L'exosquelette de Sarcos Robotics rend son propriétaire 20 fois plus fort, réduit les risques de blessures et ne limite pas ses mouvements. Ce modèle n'est qu'un des nombreux exemples. Dans un avenir proche, ces objets apparaîtront dans les rues et deviendront aussi familiers que les drones ou les hoverboards. Dans une telle combinaison, tu peux à la fois secourir des personnes et monter tout seul un réfrigérateur au premier étage. Mais l'armure semble incomplète si elle ne peut pas voler. Richard Browning est le fondateur de Gravity Industries, une entreprise qui développe des jetpacks. Il est aussi le pilote d'essai en chef. Son appareil se compose d'un grand moteur à réaction derrière le dos et de 2 petits sur chaque bras. La personne qui le porte ressemble à un personnage d'un film de science-fiction. Si tu pèses moins de 90 kg, ce sac à dos te permettra de voler. Le seul hic, c'est que, pour l'instant, sa fabrication coûte 440 000 $. Le sabre laser, quant à lui, est l'incarnation de la science amusante. Plusieurs générations de scientifiques, de blogueurs et de fans de Jedi ont essayé de créer leur modèle. Le principal composant envisagé pour le sabre laser est le plasma à haute énergie. La force du champ magnétique aidera le plasma à garder sa forme dans l'air. Mais il y a un problème. Pour faire fonctionner le sabre, il faut transporter un équipement lourd avec soi. Sans oublier les rayons ultraviolets et la chaleur qui proviennent du plasma chaud. La torche à vapeur métallique Burner est actuellement la meilleure alternative au sabre laser. Cet appareil peut découper une porte en métal en quelques secondes. Mais se battre avec une torche ne fonctionne pas. La cape d'invisibilité n'est plus un fantasme. L'entreprise canadienne Hypersteels Biotechnology Corp a développé un tissu qui te fait bel et bien disparaître. Il n'y a aucune magie là-dedans, juste les bonnes vieilles lois de la physique. Cette cape d'invisibilité crée une illusion d'optique qui te dissimule des regards indiscrets. Depuis 1985, l'overboard a suscité beaucoup d'attention de la part des gens du monde entier, et les inventeurs essaient de recréer ce design depuis des décennies. De nombreuses entreprises ont développé leur design de skateboard volant. On peut citer l'overboard alimenté par un jet d'eau, par du kérosène brûlant, par l'électricité ou par des hélices rotatives. ArcSpax Endo a le modèle le plus proche du prototype de science-fiction. Il peut voler dans toutes les directions, tourner et freiner. Cela est possible grâce à 2 champs magnétiques qui se repoussent mutuellement. En 1947, les ingénieurs américains ont examiné une voiture et décidé que c'était un engin ennuyeux. Alors, pourquoi ne pas la faire voler ? Le résultat de leur travail a été le modèle 118 Convair Car.
En gros, ils ont pris une voiture normale et ont attaché un avion miniature à hélice sur son toit. Les entreprises du monde entier continuent d'investir des millions de dollars dans le projet de voitures volantes, même si leurs voitures ressemblent aujourd'hui davantage à des drones ou des hélicoptères. De nombreux chercheurs sont persuadés que nous ne construirons jamais de voitures volantes, jugées trop coûteuses et trop dangereuses. Mais qui sait ? Au XIXe siècle, les gens disaient que ces charrettes à 4 roues ne remplaceraient jamais le cheval. Et aujourd'hui, un trajet confortable sur l'autoroute est quand même plus rapide que de monter à cheval à travers champs. Pendant que les ingénieurs essayent de faire voler les voitures, leurs collègues ont fait en sorte qu'elles n'aient plus besoin de conducteur. L'ordinateur prend les commandes. Si tu dois aller au supermarché ou au restaurant, ta voiture autonome choisira elle-même le meilleur itinéraire. Elle sait aussi se garer, ce qui pour certains n'est pas négligeable. La voiture distingue les autres usagers de la route grâce à des capteurs, des caméras vidéo et de puissants processeurs informatiques. Elle remarque les feux de signalisation et les panneaux routiers. Le projet Robotaxi est l'un des plus prometteurs dans ce domaine. Très probablement, dans les 10 à 20 prochaines années, les auto-écoles appartiendront au passé. Pendant des milliers d'années, les peuples anciens se sont assis au coin du feu et ont regardé le ciel étoilé. Notre civilisation a déjà voyagé dans l'espace, mais il y a toujours plus de questions que de réponses. En 60 ans, nous avons envoyé 600 astronautes dans l'espace. Parmi eux, 7 personnes sont des touristes qui ont visité la Station spatiale internationale. Mais pour avoir le privilège d'admirer notre planète d'une hauteur de 400 km, il faut débourser 50 millions de dollars. SpaceX et son propriétaire Elon Musk sont prêts à établir une colonie sur Mars d'ici 2050. 1 million de personnes s'installeront dans la toute première ville martienne. Mais il n'est pas nécessaire de monter à bord d'un vaisseau spatial pour avoir l'impression d'être sur une autre planète. 80% des océans du monde sont encore inexplorés et non cartographiés. Des fabricants de sous-marins proposent d'explorer les fonds marins dans le confort. Pour cela, ils ont développé des designs de yachts sous-marins qui allient confort et sécurité. Le sous-marin privé Migaloo M5 est presque aussi long que la tour Montparnasse est haute et peut rester sous l'eau pendant 4 semaines. L'ensemble comprend un hangar avec un hélicoptère, des jet skis et des mini bathyscaphes. Il n'y a pas encore d'acheteurs, mais ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, imagine que tu es un plongeur sous-marin au fond de l'océan. Il fait noir tout autour de toi, mais ta lampe de poche peut régler le problème. Tu respires un liquide qui remplit ton casque jusqu'aux yeux. Quoi ? Nous ne pouvons pas respirer de l'eau, ou, par exemple, du soda, non pas parce que ces substances sont liquides, mais parce qu'elles ne contiennent pas assez d'oxygène. À l'avenir, les plongeurs sous-marins respireront un liquide enrichi en oxygène. Cela permettra aussi de plonger en profondeur. La société américaine Second Sight Medical Products a développé un œil artificiel qui peut redonner la vue à une personne aveugle. Il s'appelle Argus 2. Il s'agit en fait d'un implant rétinien électronique et c'est la première étape vers la création de l'œil bionique. Peut-être qu'à l'avenir, il sera capable de faire un zoom avant et arrière sur les objets, de rendre une image plus nette ou de voir les infrarouges. Les lunettes de réalité augmentée n'ont pas encore atteint la perfection technique, mais la plupart des futurologues sont convaincus qu'elles changeront notre monde, tout comme l'a fait Internet. Pourquoi aurais-tu besoin d'une télévision ou d'un ordinateur ? À ta demande, tes lunettes abaisseront devant toi un écran virtuel de n'importe quelle taille avec tes séries préférées. Il en va de même pour les meubles, les vêtements, la vaisselle. Tout cela sera remplacé par des objets virtuels. Les lunettes de réalité augmentée numériseront tout objet qui t'entoure et le feront ressembler à ce que tu veux. Jusqu'à ce que tu les enlèves, bien sûr. Aujourd'hui, tu admires un paysage méditerranéen par la fenêtre. Et demain, tu auras une vue de Times Square. Les disques durs et les lecteurs optiques des ordinateurs stockent d'énormes quantités de données, mais cette technologie n'est pas fiable. Avec le temps, les disques deviennent illisibles. Les scientifiques ont presque résolu ce problème. Ils ont appris à écrire des données électroniques dans l'ADN de bactéries vivantes. Les processus biologiques ont lieu à l'intérieur de chaque cellule vivante. Les scientifiques ont réussi à les programmer en utilisant des méthodes de systèmes informatiques. Les nanorobots apparaîtront dans les 10 prochaines années. Dans les films et les bandes dessinées, les méchants sont le plus souvent associés à cette technologie. Dans le monde réel, les nanorobots seront utilisés en médecine. Chaque robot n'est pas plus grand qu'une molécule. En lançant une flopée de nanorobots dans le corps humain,
Les médecins pourront surveiller la santé et l'état physique de leurs patients. Et le must avec les nanorobots, c'est qu'ils peuvent être imprimés en 3D. Cloner un dinosaure peut sembler être une mauvaise idée dans les films, mais les vrais scientifiques disent que ce n'est même pas une option possible. Les gènes peuvent être utilisés pour le clonage s'ils n'ont pas plus d'1 million d'années. Or, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Mais il y a d'autres animaux. Il y a une forte probabilité que les mammouths réapparaissent sur Terre dans les 50 prochaines années, ainsi que les rhinocéros laineux et même les tigres à dents de sabre. Les scientifiques prévoient d'implanter du matériel génétique d'animaux disparus dans l'ADN d'animaux existants. Éléphants, rhinocéros et tigres. Dans les films de science-fiction, on voit souvent des vaisseaux spatiaux et des stations qui tirent des faisceaux colorés dans l'espace pour attirer d'autres vaisseaux. Des scientifiques australiens ont réussi à créer un tel rayon, sauf qu'il est invisible. Leur rayon est capable de capturer et de retenir des atomes flottants dans le vide. Bien sûr, ce ne sont pas encore d'énormes stations spatiales, mais c'est un grand pas dans l'étude de la physique. Les scientifiques ont créé un entonnoir quantique qui permettra d'étudier les atomes et molécules individuelles qui composent tout ce qui nous entoure. Ok, penses-tu pouvoir deviner tous les films à partir d'emojis? Très bien, c'est parti. Un départ facile, c'est Spider-Man, ou peut-être Little Miss Muffet. Karate Kid, simple comme bonjour. Attention, c'est les dents de la mer. Je parie que tu es en train de fredonner la chanson thème dans ta tête en ce moment même. Qui allez-vous appeler? SOS Fantôme. Jurassic Park, un de mes préférés. C'est le garçon qui a survécu, Harry Potter. Le magicien d'Oz. Évidemment, c'est Thor. Baby Boss, bingo. Et peu importe comment vous le coupez, c'est Edward aux mains d'argent. C'est tout ce que vous avez besoin de deviner. Titanic. J'adore celui-là, c'est Men in Black. Charlie et la chocolaterie, un classique. Bon, ce n'est pas grave si tu as pensé à Willy Wonka au Pays Enchanté. Pour moi, c'est le meilleur film. C'est les Tortues Ninja. As-tu reconnu Forrest Gump? Celui-là, c'est Marley et moi. Monstres et compagnie, c'est bien ça. Rebelle, un si beau film.
la scène la plus célèbre de E.T. Un autre grand film, c'est Vaiana, la légende du bout du monde. C'est le diable s'habille en Prada. As-tu vu Joker? Chut, c'est le silence des agneaux. Qu'est-ce qui est prévu pour le dîner? Madagascar, c'est ça. Hé, c'est Coco. Qu'est-ce que cela peut être d'autre? C'est Ratatouille. Tout le monde est capable de cuisiner. Ils deviennent de plus en plus difficiles. C'est Mary Poppins. Allons faire voler un cerf-volant. Celui-ci m'a laissé perplexe. C'est le stratège. J'espère que tu as réussi à avoir celle-là. Ce sont les animaux fantastiques. Bravo, c'est Retour vers le futur. Tu reconnais sûrement Twilight. Million Dollar Baby. Bien joué, c'est la planète des singes. C'est le langage emoji pour maman, j'ai raté l'avion. Et celui-ci est le monde de Nemo. Pour celui-ci, pense littéralement. C'est un homme d'exception. Je sais, le drapeau l'a instantanément trahi. Oui, c'est Pirates des Caraïbes. Les dumplings. Kung Fu Panda est la bonne réponse. Qui n'a pas encore vu N'oublie jamais? À part moi. Pense simplement ici, King Kong. La mélodie du bonheur, tout à fait. Le monde de Narnia. Pense aux comédies musicales. C'est Mamma Mia. Abba a tout compris. Inutile de trop réfléchir. C'est le livre de la jungle. Ah, c'est malin. Il s'agit de Transformers. Oh, la nuit au musée. Maintenant, je comprends.
L'étrange histoire de Benjamin Button, bien sûr. Plutôt dur. C'est le Truman Show. Shrek, tu l'as eu. Et Hunger Games. La saga épique préférée de tous, Star Wars. As-tu reconnu le revenant? Pas après que l'ours l'ait eu. Oups, spoiler. Cela devient de plus en plus difficile, amis cinéphiles. C'est Sans un bruit. Hautement recommandé, c'est La La Land. Décodé, c'est La Revanche d'une blonde. Astucieux. C'est à couteau tiré. C'est Je suis une légende. Oh, le terminal. Ah, je vois. C'est Interstellar. Des points bonus si tu as réussi ce casse-tête. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Lors des premiers stades de la recherche, les scientifiques ont reconstitué le mégalodon comme une version plus grande et un peu plus dangereuse que le grand requin blanc. Les films ont ensuite suivi le mouvement, ajouté quelques détails de leur côté et tadam! Nous avons un géant marin qui pouvait mesurer jusqu'à 27 mètres de long. Attends. Les mégalodons mesuraient généralement entre 15 et 16,5 mètres, et parfois jusqu'à 18 mètres. À titre de comparaison, une piste de bowling fait 18 mètres de long. Un bus scolaire mesure environ 13,5 mètres, et une personne moyenne mesure 1,78 m. Alors oui, pas mal mégalodon, mais pas encore 27 mètres. Son poids était d'environ 50 à 60 tonnes, soit quelque chose comme 10 éléphants adultes, ou même un Boeing 737. Mais il ne s'agit que des femelles. Les demoiselles étaient presque 2 fois plus grosses que les mâles. Autre différence entre le film et la réalité. Le mégalodon n'a aucun rapport avec le grand requin blanc. Le mégalodon est en effet le dernier descendant d'une lignée de requins complètement différente. En plus, son espèce est environ 3 fois plus grande qu'un grand requin blanc moyen. Il a un nez plus court et une mâchoire beaucoup plus plate qui donne presque l'impression d'être écrasé. De plus, les nageoires pectorales du meg sont plus longues que celles du grand requin blanc. Les prédateurs anciens mangeaient beaucoup, ils avaient donc besoin de quelque chose pour supporter leur poids. Ils avaient cependant tous les deux un excellent sens de l'odorat, si bien que, même à l'époque préhistorique, ce n'était pas une bonne idée de se baigner avec un morceau de viande crue à la main. Et ce n'est pas non plus sans danger aujourd'hui. Que le meg se cache quelque part dans les profondeurs, ce que certains pensent encore, ou qu'il ait disparu à jamais, les jeunes cousins seront là à attendre. Par ailleurs, puisque tous deux aiment poursuivre les gros mammifères marins, ils auront certainement des choses à faire ensemble. Enfin, jusqu'à ce que le meg soit de mauvaise humeur et mange accidentellement son ami. On ne sait jamais. Ces gars-là avaient un style de chasse différent. Les grands blancs préfèrent plonger directement vers leur proie et trouver les endroits les plus mous, comme les pattes exposées ou le ventre. Le mégalodon, quant à lui, visait les nageoires et la queue, grâce à ses mâchoires de près de 3 mètres et à ce qui est considéré comme la morsure la plus forte jamais vue, ses dents pouvaient percer presque n'importe quoi. Parfois, une dent entière était retrouvée enfoncée dans l'os d'un animal plus gros, comme une baleine. Sans les parties principales dont ils se servent pour nager, les pauvres animaux marins étaient alors impuissants et incapables de s'échapper. Pourtant, les baleines ne représentaient qu'une petite partie du régime alimentaire du mégalodon. Les phoques, les siréniens, les calmars, les dauphins, les autres requins, le bon vieux meg n'aurait probablement pas dit non à un banc aléatoire de petits poissons nageant dans sa bouche non plus. Rien de mieux qu'un bon snack après un gros et savoureux dîner.
Même les tortues géantes n'étaient pas en sécurité dans leur épaisse carapace. Le meg les prenait probablement comme un petit challenge à relever au quotidien. Un régime si varié et en grande quantité. Le mégalodon devait manger environ 1130 kg de nourriture par jour. Pas étonnant qu'il dominait l'océan. Près de 300 dents réparties sur 5 rangées et il s'agit de mâchoires acérées qui pouvaient atteindre jusqu'à 18 cm de long. Même son nom signifie dents géantes. Le mégalodon changeait des milliers de dents au cours de sa vie. Comme les dents de Meg n'étaient pas très solides, elles tombaient souvent. Il en recevait alors de nouvelles en 1 ou 2 jours, ce qui lui permettait de poursuivre ses séances de chasse sans être sérieusement interrompu. La même chose se produit chez les requins modernes. De nouvelles dents remplacent celles qui sont endommagées ou usées. La chute de ces dents est la seule chose qui a permis aux scientifiques d'effectuer des recherches sur le mégalodon. Ils en ont trouvé partout dans le monde. Eh oui, les mégalodons étaient de sacrés voyageurs. Ils vivaient dans tous les océans et leurs fossiles ont été retrouvés sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Quoi, trop froid ? Comme leur squelette n'était pas fait d'os, mais de cartilage, les dents sont la seule preuve de leur existence. Elles ont donné aux scientifiques un aperçu de beaucoup de choses, notamment de la taille. Même avec les requins modernes, les scientifiques déterminent leur taille par les dimensions d'une seule dent. Le mégalodon avait la morsure la plus forte de toutes les créatures vivant sur Terre. Ce serait bien marrant de voir l'affrontement entre le meg et, disons, le T-Rex. Malheureusement, ils ont raté l'occasion de se rencontrer et d'établir une amitié durable depuis l'extinction des dinosaures, il y a plus de 60 millions d'années. Le meg, quant à lui, terrifiait tous les habitants des mers et des océans, il y a 23 à 2,5 millions d'années. Où pourrait vivre le mégalodon de nos jours ? Eh bien, il aimerait probablement les endroits où les requins modernes vont aussi, comme la Floride, Hawaï, le Brésil, l'Afrique du Sud ou tout autre paradis tropical. Quand on y pense, ce n'est pas mal du tout. Meg, tu m'emmènes avec toi ? Le meg n'avait pas de concurrence sérieuse ou d'ennemi naturel, mais ses petits étaient trop faibles pour se défendre. C'est pourquoi le prédateur suprême devait choisir des eaux chaudes, peu profondes et sans courant fort pour élever ses bébés. Ceux-ci d'ailleurs mesuraient environ 2 mètres de long. Pas tout à fait minuscules eux-mêmes. Les scientifiques ont en fait trouvé certaines dents de leurs petits. Il semble donc qu'une partie de leur zone de reproduction se trouvait sur la côte du Panama. Et ça remonte à 10 millions d'années. Bon, il est temps de faire connaissance avec l'un des rivaux potentiels du mégalodon, le puissant cachalot. D'une longueur de 13,5 à 18 mètres, sa taille en fait un adversaire puissant. Les cachalots modernes n'ont pas d'aussi grandes dents, mais leurs ancêtres, qui vivaient il y a environ 13 millions d'années, étaient bien équipés. La plus grande dent trouvée mesurait 12,7 cm de large et 35,5 cm de long. C'est un peu comme la plus grande bouteille de soda qui existe. Cela ferait un combat intéressant. Nous parlons ici de ce prédateur marin géant, mais ce n'est pas le seul animal ancien intrigant qui a voyagé dans les océans. En fait, les requins font partie des plus anciennes créatures de notre planète. Plus anciennes que les insectes, les mammifères, les dinosaures et même les arbres. Des extinctions massives ont anéanti la plupart des formes de vie sur Terre, des astéroïdes géants sont tombés sur sa surface, des continents se sont séparés et tant d'autres choses se sont produites. Mais les requins étaient là, vivants, persévérants, apparemment sans aucun contact avec le monde extérieur, en mode chill, à profiter de leur vie. L'aiguille à commun est en fait l'un des premiers animaux à avoir une mâchoire. Il ne pouvait pas faire grand-chose avec cette mâchoire puisqu'elle ne faisait que 30,5 cm de long. Ouais, les megs ne s'embêteraient même pas avec celui-là. Et ce n'était même pas un vrai requin, il y avait juste un air de ressemblance. Si tu t'es déjà demandé à quoi ressemblait une combinaison d'anguille et de requin, eh bien la voilà. Le requin anguille préférait l'eau douce. Mesurait jusqu'à 1 mètre de long et s'est éteint il y a environ 200 millions d'années. Comme les dinosaures sont apparus il y a environ 230 millions d'années, le requin anguille était probablement là pour les accueillir chaleureusement, leur préparer un buffet. Mais les dinosaures l'avaient malheureusement pris pour un dessert. S'il était encore en vie, ce prédateur causerait la panique sur les belles plages de sable pendant les vacances. Le requin Ginsu. Il a été surnommé d'après les couteaux Ginsu, en raison de son énorme gueule composée de près de 500 dents acérées comme des rasoirs. L'un des passe-temps de ce requin monstrueux était de s'attaquer aux grosses tortues. D'accord, sérieusement, c'est quoi cette histoire de requin-tortue ? Les requins à dents de ciseaux. Ah, maintenant on parle. Ces animaux vivaient il y a environ 300 millions d'années et avaient une tête aux formes étranges. Le plus étrange, ce sont leurs mâchoires. Ce requin ne se débarrassait pas de ses vieilles dents usées, mais en faisait pousser de nouvelles à l'arrière. Celles de l'avant étaient ensuite poussées vers l'avant et, avec l'âge, le requin a pris un aspect très étrange de dents ciseaux. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il devait être comme ça.
Même pendant le long règne du Meg, notre prédateur antique préféré n'était pas le seul requin géant effrayant qui existait. Comme je n'arrive pas à prononcer son nom, alors je l'appellerai simplement Monsieur C. Malheureusement, on n'a pas trouvé assez de fossiles pour obtenir plus d'informations. Mais certaines recherches indiquent qu'il avait des dents de plus de 12,7 cm de long. Cela implique aussi qu'il pouvait probablement atteindre 6 mètres de long. Oh, si seulement il avait laissé quelques dents de plus. Je suppose que le Meg ne serait pas la seule star de cinéma de cette époque. Si près, c'est si près.